Quelle est la réalité en 2023 des compositeurs de musique à l'image? Est-ce que tu as des outils dédiés, qui sont des outils professionnels que nous ne connaissons pas? Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds dans le Patch, le podcast de l'audio et des instruments de musique, mais aussi le podcast qui vient au gré des accidents de trottinette et autres événements de la vie. Voilà, je suis Grégoire Nachboer et mon comparse Arnaud QF est là aussi. Salut Arnaud, tu es Oui! chaud, tu es chaud. Et nous Bah oui, je accueillons, suis nous chaud. accueillons aujourd'hui Maxime Luft qui est là aussi. Salut Maxime. Salut, salut à vous. Donc tu es compositeur et chef de projet pour Orchestra Tools notamment. Bah écoute, j'espère que tout va bien pour toi. Alors cette interview, elle a une histoire un petit peu particulière. Voilà, je voulais en Ouais, voilà. parler. C'est pour ça qu'il parlait de trottinette. Ouais. Voilà, exactement. Car elle était à la base prévue en novembre 2021, je crois que c'est ça. Sauf que quelques heures avant le tournage, eh ben, j'ai eu la bonne idée de me casser la rotule en trottinette. Voilà, j'en avais parlé sur la chaîne, donc peut-être que vous vous en souvenez. Donc ça a été reporté, voilà, plusieurs fois. Il y a plein de choses qui sont arrivées, mais on est enfin là. We are back en 2023. Si on nous avait dit à la base, bah, cette interview, elle sera en 2023, je ne sais pas si j'aurais cru, perso. Donc voilà, on est là, en tout cas, on est présent. Je Donc cette viens fois-ci, de ça va le faire. réaliser, Grégoire, que Ouais. si ça se trouve, casser la rotule et Orchestra Tools, c'est des anagrammes. C'est Faudrait que je possible. vérifie, C'est mais on a à peu près les complètement- mêmes lettres. C'est ça. C'est peut-être lié, tout est lié en fait. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent. Donc du coup, bah, on va parler composition, musique à l'image, Ouais. mais aussi instruments virtuels contre instruments réels, programmation aussi. Vous allez voir tout ça. Donc ma première question, elle est très simple, Maxime. C'est comment tu remplis tes journées? Quelles sont tes occupations principales? Enfin, dis-moi tout. Voilà, de Ouais, ta ça petite marche, vie. ça marche. Ça marche. Ouais, ben déjà, merci pour l'invitation, hein, tout d'abord. Franchement, c'est un honneur parce que bon, Audio Fanzine, c'est quand même incontournable. Surtout, enfin, comment dire, moi, j'y retourne assez souvent. Super intéressant, tout ça. Donc, c'est vraiment un privilège d'être là. Ouais, donc comment est-ce que je remplis mes journées? Bon, alors, déjà, il faut savoir que avec Orchestral Tools, j'ai travaillé par le passé, j'ai fait différents projets, tout ça, et là enfin, je bosse avec eux en tant qu'indépendant, donc ça dépend toujours en fonction des projets sur lesquels on se met d'accord. Je navigue vraiment entre, on va dire, la production musicale et on va dire, ouais, vraiment des bibliothèques de sons. D'accord. Donc les productions musicales, c'est souvent, on va dire, avec d'autres artistes. Par le passé, j'avais fait vachement, on va dire, de composition pour tout ce qui est, on va dire, pour des trailers, pour des films publicitaires, Ouais. pour des événements live aussi. Donc là, c'est beaucoup de composition, on se met d'accord avec les chefs de projet, les directeurs, parfois avec d'autres artistes aussi quand on collabore ensemble. Et après, donc ça, on va dire, je fais ça 50% du temps, et puis les autres 50%, ben, je découpe des samples, je fais beaucoup de mixage aussi, c'est-à-dire à la fois, alors le mixage, ça c'est vraiment cool parce que en fait, ce que j'ai appris dans la production musicale, ben, je l'applique aussi sur Ouais. le sampling. Ouais. Et donc après, ben, je découpe des samples, je programme, j'essaie toujours d'optimiser, on va dire. Parfois comment dire, quand le temps le permet, je me mets à faire des concepts, tout simplement. Je prends une feuille. Enfin, j'adore écrire, enfin, prendre une feuille de Bah, papier, prendre un en fait, stylo ouais, et faire le c'est truc. intéressant parce que tu dis oui quand on se met d'accord avec Orchestra Tools. Et C'est ça. qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? C'est-à-dire, comment ça naît en fait un projet d'instrument virtuel? C'est toi qui, en tant que compositeur, te dis ah, il y a peut-être une idée Bah, d'instrument à faire, peut-être de déjà avant de thématique. commencer, c'est quoi exactement ta casquette? Parce que tu as dit que tu travaillais voilà, en freelance pour Orchestra Tools, mais en tant que quoi en fait? C'est quoi ton job avec eux? Ouais, chef de projet, Chef de projet, ouais. d'accord. C'est-à-dire que, en fait, surtout pour toute la ligne Organic Sample, en fait, que j'ai Ouais. commencé à l'époque tout seul, donc notamment avec le Majestic Horn que plein de gens ont téléchargé depuis, parce que bon, c'était un peu une espèce d'action publicitaire, on va dire. Ce que j'avais fait, c'était un projet, en fait, un corps solo qui est vraiment, on va dire, tu sais, dans ces textures un petit peu Star Wars, ce Ouais. genre de truc. Et donc, du coup, le projet, il était abouti. Et à la fin, je me suis dit, bon, c'est qu'un legato qui, bon, fonctionne plutôt bien, mais
J'avais pas encore vraiment la notoriété que j'ai pu avoir après grâce à Orchestra Tools, parce que bon, ils ont quand même vachement, enfin, ils font un énorme Ouais. job, je trouve, dans tout ce qui est publicité. Ils arrivent vraiment à créer une ambiance comme ça. Et moi, à l'époque, je bossais pas encore avec eux, et donc je me suis dit, bon, je vais faire de ce Majestic Horn un projet que je vais vendre à 2 euros l'unité. Donc à peine pour, je sais même pas si ça couvre les frais de téléchargement, mais il se trouve que bon, voilà, ça a attiré un peu l'attention de Orchestra Tools. On s'est rencontrés vraiment par hasard. À Cologne une fois lors de la Soundtrack Alone. C'est un festival de musique de film franchement super stylé, je crois en Europe. C'est peut-être un des premiers festivals vraiment, on va dire, dédiés à tout ce monde-là, qui reste quand même une niche, hein, vraiment la musique à l'image, tout ça. Et il y a pas mal de francophones aussi qui viennent. Et ouais, et donc à l'époque, j'avais rencontré le chef de la boîte, Hendrik Schwarzer, qui est super sympa, et on s'est mis d'accord sur, voilà, sur poursuivre, on va dire, la gamme Organic Sample que j'avais déjà entamée, avec 4 bibliothèques de sons Ouais. à l'époque. Et voilà, on a continué dessus. On s'est dit, bon, voilà, quelles sont, on va dire, certes, évidemment, quelle est la demande, mais pas que ça. C'est pas juste une étude de marché un peu à sec et il faut que ça fonctionne. Non, c'est surtout aussi, bon, qu'est-ce que les gens ont apprécié par le passé, comment est-ce qu'on pourrait le moduler. Et moi, je m'étais un peu spécialisé dans tout ce qui est, on va dire, un legato très expressif. Et on s'est dit, bon, j'ai pas encore fait ça pour tout ce qui est instruments à cordes, faisons ça avec les instruments à cordes. Mais cette fois-ci, dans le Teldex, pas dans l'église du coin, comme ce que je faisais à l'époque, en positionnant les microphones, tout ça, mais à Teldex, à Berlin, avec l'ingénieur du son qu'ils ont là-bas, avec les musiciens avec qui ils collaborent d'habitude. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est née cette collaboration. Pas trop la pression quand même quand tu arrives dans un endroit comme ça, avec des l'ingé son. Très franchement, si. La première fois, c'était. Si, franchement, la première fois, j'avoue. Même je me rappelle parce qu'en fait j'avais emménagé à Berlin à l'occasion, parce que bon, je bossais quand même vachement avec eux, et bon, pour moi c'était un peu aussi l'occasion de découvrir de nouveaux horizons. Bon, depuis je suis reparti dans le sud de l'Allemagne. Je suis à Fribourg, c'est pas loin de Strasbourg, c'est juste à côté de Colmar d'ailleurs, mais tout en restant en Allemagne. En tout cas, à l'époque, j'avais déménagé, je suis parti à Berlin, et mon appartement, il était juste à côté du Teldex. D'ailleurs, je me rappelle, je crois le premier jour quand j'ai emménagé là-bas, où j'ai fait la visite de l'appartement, j'avais pas encore emménagé. Je suis passé devant le Teldex, je me suis dit, putain, c'est balèze. C'est balèze parce que ça reste quand même un lieu qui a, qu'on le veuille ou non, influencé, mais même si ce n'est que d'une toute petite part, un peu l'inconscient collectif du son cinématique, quoi. Ouais. Et j'ai entendu et j'ai vu ça, et je savais que le jour d'après j'allais rentrer pour enregistrer les cordes, et c'était le son de cordes. Le son de la salle, il était tu l'as reconnu ou pas? Tu vois, qui dit justement que quand t'es rentré vraiment physiquement la première fois, ça t'a fait quoi? Très franchement, ah oui, putain, c'est ça quoi, le son. Ouais. Évidemment, c'est mieux que ce qu'on entend via des haut-parleurs. Alors, peu importe les haut-parleurs, Genelec, ce que tu veux. Quand t'es dedans, c'est magique, quoi. Franchement, c'est magnifique. Bon, c'est comme, voilà, regarder un concert en live et t'es au premier rang, au milieu, c'est toujours mieux que d'entendre en full surround dans ton salon. Le fameux hall de 455 mètres carrés, là, ça doit être de la balle. Ouais. Ah non, mais c'est génial. En plus, je crois ils ont tous vraiment optimisé au niveau du son. Et de base, c'était une salle de danse en fait. Et avec le temps, ils sont passés en fait sur. Je crois que c'était l'entreprise Teldec, donc sans X, mais Teldec en fait, qui avait repris cette salle et l'avait réaménagée en tant que studio, et depuis ils ont tout ce que tu veux pour faire plein d'enregistrements. Il y a pas que la salle de 455 mètres carrés, il y a aussi d'autres studios qui sont beaucoup plus secs, dont Orchestra Tools a aussi utilisé les lieux pour faire d'autres bibliothèques, surtout pour des instruments solo où tu mets de la reverb après. Mais mon père notamment, qui écoute pas mal un chanteur allemand, Reinhard May, il a enregistré là-bas aussi, et pour moi j'étais assez bluffé par par tous les gens qui sont passés par Teldex pour y enregistrer des tubes, quoi, hein. Donc, c'est un haut lieu de la musique. C'était cool.
Ouais. Donc ouais, impressionné, ouais, franchement, j'avais la pression. Mais après, comment dire, après tu sais que t'as un job à faire et en fait, tu oublies du coup, tu vois, Et que tu je loues me le suis dit- studio à l'heure. Ouais. Donc, faut se manier le cul parce que je pense C'est que ça, ça c'est doit- ça. Donc tu te c'est- dis, bon, à la limite, si je suis bluffé, et si jamais j'ai envie de ressentir des émotions, ce sera après. Mais d'abord, j'ai une mission à remplir, voilà. Et après, on pourra s'extasier. Tu m'étonnes. C'est ça. Mais aussi rappeler peut-être un peu ce qu'est Orchestral Tools parce que s'ils sont venus en fait quand ils ont démarré, moi je me souviens qu'on avait testé un de leurs premiers produits qui était assez particulier. C'est toujours des gens qui ont eu une identité un peu particulière dans le domaine du sampling, à faire des outils un peu pointus. Ils avaient au départ sorti un truc qui avait fait grand bruit, qui était spécialisé dans les runs. Vous savez, le fait de jouer comme ça des descentes de notes rapides avec des cordes et il s'est fait connaître comme ça. Et même en fait on voit dans ce qu'ils font, c'est-à-dire que tout à coup ils ont fait une énorme banque de sons autour du film de Metropolis de Fritz Lang et tout. Ils cherchent toujours, il y a toujours un angle en fait, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'est-ce qu'on n'a pas samplé, je veux dire, à côté d'East West qui est beaucoup plus bourrin, j'allais dire, dans son catalogue, on sent qu'ils cherchent toujours un angle éditorial pour aborder un instrument de collection. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'ils fassent des banques comme celle auquel tu participes, parce qu'on retrouve vraiment le côté éditorial de l'éditeur qui va avoir une patte, Mais du coup, toi, Maxime, éditorialement, tu participes aussi, ou c'est eux qui te disent, voilà, on voudrait ci, on voudrait ça, ou alors toi, tu donnes des idées, ou tu dis, tiens, ça collerait bien. À la fin, c'est toujours un compromis. C'est jamais j'ai une idée, boum, on l'a fait, ou alors c'est eux qui me disent, allez, il faut faire ça, et je me plie à ça. Non, c'est. Comme tu dis, c'est jamais, on va dire, en mode bourrin, il y a telle et telle chose qui n'a pas été samplée, on sample, boum. Non, en fait, il y a toujours une histoire derrière, et c'est ce qui fait, en fait, qu'à la fin, tu as toujours un son particulier. C'est-à-dire que je sais pas combien de violons ils ont déjà samplés, mais à chaque fois, c'est un son différent qui est imbibé, on va dire, de l'histoire qui est derrière. Enfin, les sons de Tallinn, ce ne sont pas les mêmes violons que Metropolis Arc 1 ou 2, même, tu vois, parce que le Metropolis Arc 2, c'était les violons un peu soft, tout ça. Eh ben, à Tallinn, ils ont enregistré les mêmes violons soft, mais ça a un son totalement différent, quoi. Ah, puis les teasers, Donc, autour de ça, toute l'image, ils sont forts quand même. Ils sont très très forts. Ah ouais. Ça donne envie à chaque fois. C'est ouf. Moi, il y a des morceaux de démo même que je vais réécouter juste par plaisir musical, mélomane, quoi. Ouais. Ah, musicalement, je trouve que c'est énorme. Enfin, moi, j'ai aucun talent pour ça. Je sais que ceux qui font les démos audio, parfois je suis tellement impressionné parce que parfois je poste sur une bibliothèque, je connais tous les sons par cœur. Et là, t'as un mec comme, je sais pas, Sacha Knorr ou Benjamin Botkin, ils te sortent des trucs, mais je me dis, mais attends, ils ont pas utilisé la bibliothèque là. Et en fait, si. C'est comment ils font, ils jonglent avec les sons comme ça et c'est juste incroyable. C'est quoi? C'est dans l'écriture? C'est quoi, où ils transforment les sons après? Comment ils font en fait? Ben, en fait c'est ça, je pense, même le secret. En fait, ils sont très 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 minimalistes avec les modulations de son. Du coup, ils utilisent les samples vraiment tels qu'ils sont et ils vont pas chercher à faire 36 000 effets, tout ça. En fait, ils vont super bien exposer ce qui a réellement été enregistré. Ouais. Et t'as pas à mettre des filtres ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est juste que, vu que c'est le son pur tel qu'il a été utilisé, dans un contexte musical qui n'interfère pas, on va dire, avec la qualité naturelle des samples, bah, t'as un résultat où tu te dis waouh, est-ce que c'est vrai ou... Enfin, c'est là où je pense que ces gens-là ils ont largement dépassé cette frontière où les gens tu sais, on va dire un peu lambda qui sont pas forcément mégalos, ils se disent c'est un vrai orchestre. Tu vois, mais en fait non. D'après ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que c'est le choix qu'ils font. C'est ça, des sons et de se dire, ok, là je vais mettre tel son parce que ça va aller parfaitement, et c'est ça qui fait que du coup tu grilles pas, que même toi, un mec comme toi qui connaît la banque de sons par cœur, tu grilles pas, c'est parce que en fait finalement c'est le choix qu'ils ont fait, quoi. C'est ça qui fait que ça...
Ça sonne bien. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est conjugué avec une connaissance extrêmement approfondie, on va dire, je pense que ça a beaucoup à voir en fait avec vraiment la physiologie des musiciens. C'est-à-dire qu'en fait, un violoniste, il peut pas sortir 500 notes directement d'affilée en double croche. C'est vraiment grâce à une connaissance de ce qui est possible ou non, on va dire, avec les instruments. C'est-à-dire que si jamais un musicien il va te faire un legato super rapide sur 2 octaves et il y a tout qui sonne de manière super clean, et ben ils savent que c'est pas vraiment possible. Enfin, donc ils vont rester sur quelque chose qui reste quand même on va dire possible dans ce qu'un musicien même excellent peut faire, quoi. Ouais. Après, on s'en rend Là, ils compte vont pas aussi au-delà. quand on utilise des banques de sons, hein, si bonnes soient-elles, c'est que vaut mieux souvent ouvrir la banque de sons et se laisser un peu conduire à l'inspiration par la banque plutôt que d'arriver avec une idée préconçue en se disant je veux reproduire ça, c'est-à-dire avoir une idée en tête et se dire je veux à tout près reproduire ça, est souvent plus complexe parce que là on se rend compte que le vibrato ceci, l'attaque cela ou la prise de son trop comme ci ou trop comme ça, alors que quand on se laisse un peu aller à utiliser ce qui nous est les qualités de la banque de son, on obtient des bien meilleurs résultats, quoi. Ouais, Mais du coup, on joue avec les limites, ouais, c'est ça, c'est l'instrument virtuel devient un instrument à part entière en fait, quoi. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Ouais, Exactement. vas-y, du excuse-moi. coup, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire, alors vous, à un moment, vous avez une discussion, qui doit mêler, à mon avis, ce qu'ils sentent en fait du marché, là où il y a des demandes, et puis toi, tes idées et tout. Et par quoi ça commence après? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un planning, c'est trouver des musiciens pour les sampler, c'est toujours les mêmes musiciens, c'est trouver les instruments à sampler, comment s'organise la création d'une banque à partir du moment où vous avez décidé de faire une banque sur tel thème? Ouais, à partir du moment où en fait on conceptualise une bibliothèque, en fait on essaie toujours de mettre le focus sur un son assez particulier, et déjà ça en fait ça va te limiter vachement en termes de déjà tu vas pas passer 2 semaines à enregistrer un instrument, parce que comment dire, je pense au maximum je passe allez on va dire 3 jours sur une bibliothèque, mais 3 jours à temps complet à enregistrer, et bon après je passe beaucoup plus de temps après à faire tout le travail d'éditer les samples derrière, Alors, découper, tout ça, programmer. Justement, ça se fait comment? Ça se fait? Est-ce que tu as des outils dédiés qui sont des outils professionnels que nous ne connaissons pas, ou est-ce que c'est le bon vieux WebLab ou Batch Processor de Presonus ou je sais pas quoi? Ouais. Enfin, comment ça se passe, ça? Lorsque je travaille avec OT, ils ont quelques outils qu'ils avaient dévoilés une fois lors d'une conférence à Los Angeles qui sont propres à OT, qui sont notamment, on va dire aussi, en fait, ils rendent en fait le tout compatible avec leur nouveau player. Donc ça c'est très stylé parce que ça te permet, en fait, c'est optimisé pour tout ce qui est différentes positions de microphone. Donc en fait c'est comme si tu avais qu'une seule position de microphone, et après le truc je sais pas, je connais pas le codage qu'il y a derrière, mais en fait après il va à partir du principe que bon si tu as 12 positions de microphone, il va faire en sorte de tout adapter en fonction de cela. Mais après on va dire vraiment le gros du travail, moi je le fais toujours dans Studio One, parce que comment dire, je l'utilise depuis bien ça va faire 7-8 ans maintenant, et franchement même à l'époque je me rappelle, je me disais que quelque part je prends un peu les paris, parce que je prends les paris que ça va venir de mieux en mieux. À l'époque c'était vraiment Cubase la grosse alternative. Ouais. Que j'avais essayé un petit peu, mais Studio One, je crois déjà de base, ce sont des anciens collaborateurs de Cubase en fait, qui se sont mis ensemble, qui se sont dit vas-y on va faire une alternative à ça, et j'ai directement ressenti ça en fait sans même connaître l'histoire. Je me suis dit on dirait Cubase mais en plus intuitif, quoi. Enfin après c'est subjectif, hein, et je pense que la meilleure, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça en français, Stan. Stan, ouais. Sinon j'entends toujours DAV ou alors Ouais. DAW. DAW. C'est ça.
Ouais, dans. Et je pense la meilleure, c'est juste celle qui correspond le mieux à l'utilisateur, c'est tout. Et moi, il se trouve que franchement, Studio One, je nage dedans comme enfin, je Ouais, mais travaille avec ce comme qui est un poisson étonnant, dans l'eau. c'est que tu utilises en tout cas un séquenceur. Parce Ouais. que moi, je t'imaginais dans un éditeur audio ou je sais pas quoi, type Soundforge, WebLab, Ah ouais, ouais, ouais. machin. Et en fait, non, tu fais ça dans un séquenceur. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, le séquenceur, il a tout, hein. Il a la paire de ciseaux pour découper les samples Ouais, en ouais. un, il a les fades, il a le exporter, bounce, tout ce Ouais, genre de bien sûr, ouais, trucs. bien sûr. Et même, en fait, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du batch processeur de Presonus, parce que je l'ai acheté, là, je crois, il y a une semaine. Et en D'accord. fait, il me permet, on va dire, et c'est des trucs super stylés, il te permet par exemple, de caler un plugin sur, je sais pas, sur 10 000 samples, et il Ouais, va te ouais. tous les exporter avec le plugin dessus qui Ah bah va oui, oui, c'est faire son super effet. bien. Ouais. Ouais. Ou alors même carrément te faire l'export en 24 bits avec tel et tel nombre de canaux. Et ça, c'est des trucs, l'utilisateur à la fin, il s'en rend pas compte. Mais Ouais. pour moi, c'est un gain de temps vraiment exceptionnel. Ouais, ouais. Bah oui, oui, j'imagine. Ouais. Et du coup, une fois que t'as tous tes samples, machin, Ouais. que t'as coupé, machin, bien comme il faut, l'étape suivante, c'est quoi en fait? L'étape suivante, c'est vraiment de les faire rentrer dans ton sampler. Alors bon, parce que là, il y a des projets sur lesquels je travaille, c'est sur Contact. Mais après, les autres, avec le player de OT, c'est un peu toujours, on va dire, le même système. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu arrives à les agencer de manière à ce que ton sampler, après, eh ben, en fait, le plus important là-dedans, c'est de bien structurer des samples et après de les mettre, on va dire, dans différents groupes pour ce que lorsque tu fais, par exemple, lorsque tu joues des staccato, avec les samples de staccato, ils sont dans les groupes de staccato et que tu codes derrière de manière à ce que lorsque l'utilisateur joue un staccato, ça va jouer les samples qui sont dans le groupe de staccato. Donc c'est plein de, on va dire, sont beaucoup de choses qui se doivent d'être extrêmement ordonnées et structurées. Et ouais, mais après, au final, c'est ça en fait. T'as plein de samples, il faut que tu les ordonnes, il faut que tu structures tout ça, il faut que tu mettes dans les groupes correspondants à telle et telle technique de jeu. Et On après, le toujours voit. programmer, toujours en fonction. Ouais. On le voit, il y a des éditeurs, je me souviens plus, c'était un éditeur qui s'appelle Cinématique Instruments, je crois. Alors j'espère qu'ils ont progressé depuis, mais moi je me souviens de leur première banque. Et en fait, il y avait des bugs, mais des bugs et des bugs même parfois de son, enfin on sentait que ça s'adressait pas au bon sample et tout. Et Ah effectivement, oui. s'il n'y a pas, à mon avis, une organisation draconienne à la Ah ouais, base, c'est le bordel à l'arrivée, quoi. Ah ouais, complètement, ouais, complètement. Ben, c'est ça en fait le plus compliqué, je pense, par rapport à tout ça, c'est qu'en fait tu jongles souvent. Alors là, je bosse sur un projet, il doit y avoir quoi, 90 000 samples. Et si c'est pas, et s'il y a un sample qui est décalé, ça fout le bordel parce que souvent en fait tu fais des processus en fait où t'as des séries de, je sais pas, de 500 samples qui vont tous prendre un chiffre pour les indexer par rapport au groupe où ils doivent se trouver. Ouais. Et si tu décales de 1, et ben t'as tout, par exemple les staccato qui vont se retrouver dans les legato, et enfin ce genre de truc, tu vois, ou alors enfin et Ouais. c'est foutu, c'est foutu. Ouais, faut être Donc, très organisé. ouais, une structure draconienne, ouais, comme tu Ouais. viens de le dire. Et en fait, là, donc, à ce niveau-là, tu es déjà dans le script. Et alors, ça nous pose la question du moteur de sampling, parce que alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que tous les éditeurs, tous, même ceux qui ne travaillent plus avec, mais même East West à une époque, bossaient aussi avec le moteur de Contact. Et on Ouais. voit que tout le monde y va de son petit player, de son petit machin, son petit truc à lui, mais que quand même les plus grosses banques, les plus ambitieuses continuent de sortir sous Contact. En fait, quelle est vraiment la différence? Par exemple, il s'appelle comment? Sign Player, c'est ça Ouais. quelle est la différence vraiment fondamentale entre le Sign Player par exemple et Contact? Bah, le sign player, en fait, je vais dire comme ça, il est suroptimisé pour tout ce qui est banque orchestrale, pas forcément juste orchestrale, mais banque d'instruments avec plusieurs positions de microphone et des techniques de jeu spécifiques. Enfin, des techniques de jeu, on va dire, que ce soit des notes très courtes comme les staccato ou des notes longues comme tout ce qui est legato et les longues notes.
Donc voilà, donc à la fois c'est son avantage, mais c'est son inconvénient parce il est super optimisé par rapport à ça. Donc quand tu vas bosser dessus, alors en tant que programmateur audio, eh ben, il est vachement optimisé pour ça. Donc comme j'ai dit à l'instant, quand tu bosses sur une seule position de microphone, eh ben, en fait tu peux en rajouter 12 derrière, ça va rien changer à ton workflow. Ouais. Et par contre, c'est pas un logiciel qui va faire séquenceur de synthétiseurs avec des filters cut-off qui vont réagir de manière random par rapport à la vélocité. Ouais. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu pourrais faire sur Contact sans problème en faisant du script. Mais on va dire la différence c'est ça, et c'est aussi que le Sign Player il est quand même vachement optimisé aussi pour des centaines de milliers de samples, alors que Contact il peut les gérer, mais en fait c'est juste ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur tu as l'impression que tout fonctionne, mais si tu travailles dans une bibliothèque comme la moi en ce moment avec 90 000 samples, ça rame, le programme il quitte, en fait, il se barre comme ça d'un coup. Voilà, donc après il faut que tu recommences. Et donc en fait la différence c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un sampler on va dire qui est apte à tout, une espèce de couteau suisse. Et l'autre, par contre, c'est un player qui est vachement optimisé pour tout ce qui est... par exemple, le mic merging, tu l'as nulle part ailleurs, quoi. Ça, c'est une fonction qu'a implémenté Orchestral Tools qui te permet, en fait, si jamais tu aimes bien le son, par exemple, de 6 positions de microphone, on va dire, qui sont toutes actives les unes les autres et qui te donnent un gros son massif, et ben en fait, tu cliques juste sur Merge et puis après, ça te fait un mix de toutes ces 6 positions de microphone. Au lieu d'avoir 600 notes, et ben, qui vont être streamées en même temps, ça va être divisé par 6 parce que ta merge fonction, elle va te permettre en fait justement d'avoir ce full mix en gros directement sans devoir tout en restant jouable, et en fait tu peux créer tes propres mix, tu peux faire un moins 3 dB sur les spots et puis un plus 1 sur tes surrounds, et ça c'est vraiment stylé. Et vous avez en fait alors j'imagine que développer un Contact soi-même ça doit être un enfer, donc c'est pour ça qu'à mon avis les éditeurs ne le font pas, mais vous avez regardé déjà les technologies concurrentes, typiquement l'UVI Workstation, enfin le moteur d'UVI qui a l'air bien complet aussi, en tout cas comme alternative à Contact. Alors bon, moi j'ai pas été vachement dans tout ce qui est développement du Sign Player, mais je sais que moi c'est surtout le boss chez OT, Hendrik, qui a fait le concept et qui a mené tout ce chantier là. Et en fait c'était le but, c'était vraiment de justement pas juste un nouveau sampler qui te permet de streamer des samples, parce que bon, ça c'est à la limite, si c'était juste pour ça, autant rester sur Contact. Mais enfin comment dire, vraiment le Sign Player c'est par exemple à l'inverse de la UVI Workstation. Justement il te permet d'avoir les téléchargements intégrés dans le player et d'avoir le mic merging, et surtout même ça les gens ils s'en rendent pas compte, mais surtout pour ceux qui bossent derrière en fait, tu as tout un workflow qui est optimisé par rapport à tout ça. Je connais pas les coulisses de la UVI Workstation, mais quand tu as des outils en fait qui te permettent justement d'alléger vachement le travail de celui en fait qui se colle à l'édition des samples et à la programmation, ça fait quand même vachement ça fait du bien, quoi. Après voilà. En fait, l'UVI Workstation, à ma connaissance, a certains défauts, hein, notamment je crois qu'elle a des limites dans la façon dont elle gère le streaming depuis le disque dur ou des conneries comme ça. Mais en fait, Dixit, un développeur qui bosse là-dessus, qui est le mec d'Acoustic Sample, tu sais, qui est un Français, je sais pas si tu le connais, Arnaud Sicard, lui nous disait que c'est pas le script, c'est pas du procédural, c'est de l'objet, et que ça change tout au moment de faire des scripts, cette approche objet. Et ensuite, il disait, et la deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus poussé en termes de synthèse
que ne les Kontakt en termes de synthèse et de scripting. Et que lui nous disait, après, bon voilà, lui il utilise ça, donc ils vend la crème, hein, mais il disait, oui, je fais des trucs que je ne pourrais jamais faire avec Kontakt. Et c'est pour ça que je me demandais si vous aviez examiné, parce qu'on voit bien que tous les éditeurs essayent font leur propre player. Spitfire a fait la même chose et tout, mais que mine de rien, dès qu'on est sur des gros produits ambitieux, souvent on retourne à ce bon vieux Kontakt avec sans doute. Tu connais le montant des royalties que prend Native Instruments sur les ventes ou pas? Bah, je pense que ça tourne entre 5 et 10%, mais ça c'est pour les clés de licence qui te permettent après aussi, je pense, de bénéficier de tout le système native access, et Ouais. donc y compris, on va dire, les serveurs de téléchargement. Donc je pense qu'au final c'est même pas tellement ça qui serait un frein à travailler avec native. Et moi, j'avais une question pour en revenir un petit peu au côté éditorial. Comment tu fais ton choix en fait? C'est quoi ta source d'inspiration pour te dire ok là je vais partir sur tel type de sample? Est-ce que c'est en regardant un film? C'est comment en fait tu trouves ton inspi? Ouais, souvent c'est. Enfin bon, moi il se trouve que je suis passionné de plusieurs styles de musique. Alors vraiment, ça va de la classique à la hard techno, en passant par le funk, soul et nu disco. Et à chaque fois, je trouve en fait des sonorités où je me dis, putain, mais ça, j'aimerais bien l'avoir sous mes doigts, quoi, hein, Ouais. faire un instrument jouable de ça. Et ouais, par exemple, il y avait un projet, le Tableau Chamber Strings, qu'on a sorti, je crois, il y a 2 ans avec OT. Là, je me suis vachement inspiré en fait du film Out of Africa, dont la musique a été écrite par John Barry, et je trouve le thème principal, il est juste somptueux, quoi. Et c'est en plus, comment dire, quand on entend le son aujourd'hui, je pense, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune reverb en plus qui a été utilisée. C'est plus, s'il faut que je me trompe, hein, mais c'est un son qui ressemble un peu au Fox Studios, donc c'est pas un truc massif comme le Air Studio à Londres, avec une espèce d'ancienne église qui te fait une reverb de 3 à 4 secondes. Non, là c'est un son plutôt sec, mais avec un petit ensemble de musiciens, mais qui ont un gros son quand même, parce que je sais pas, c'est bien écrit, il y a quelque chose de très il y a du volume, quoi, dans le son. Et je me suis dit, bon, je vais partir sur ça, quoi. Vraiment, je vais partir sur ça. Et le but, c'est à la fin de pouvoir recréer cette sonorité-là, quoi, en fait. Voilà. Parce que si tu veux créer un John Barry Out of Africa, là, aujourd'hui, et que tu prends une bibliothèque lambda, alors souvent, tu y arrives, tu vois, quand tu as les notes, tout ça, mais après, les subtilités d'avoir le même ensemble, avec la même, on va dire, comment dire, la même approche, comment dire, là il vaut mieux prendre quelque chose qui soit spécifiquement fait pour ce type de son là. Donc souvent j'écoute beaucoup de musique, parce que bon, après je suis content quand j'ai rien dans les oreilles, parce que bon, parfois avoir toujours quelque chose à écouter, ça peut aussi être lassant. Mais quand j'écoute, j'essaye d'en profiter à fond. En fait, d'ailleurs c'est pour ça que parfois je tombe dans des espèces de en fait je m'ouvre beaucoup, mais à la fois je me limite dans mes consommations musicales, parce que quitte à écouter, autant être vraiment inspiré. Et souvent, il me suffit de 3 à 4 secondes où je me dis, soit j'éteins direct, ou soit je continue, mais j'écoute jusqu'au bout. Ouais. Ok. Et quand j'ai une bonne idée, est-ce que quand tu joues l'instrument là que tu as fait en pensant à Out of Africa, tu as l'impression d'être Redford qui lave les cheveux de Meryl Streep dans la savane? En tout cas, est-ce que quand tu as fini l'instrument, t'as retrouvé, en gros, t'as réussi à choper le truc qui t'avait fait faire l'instrument, c'est-à-dire oui, ça absolument, absolument, parce que à partir du moment où tu te renseignes, on va dire, sur les dessous sur comment a été créée cette musique là, et que tu vois que ça a un certain tempo, et ben après tu prends les musiciens et tu vas enregistrer. Bon, là c'était à Teldex, parce que bon, le son il est assez neutre, il est pas, en fait il passe plutôt bien avec ce soundtrack là. Mais après, en fait, c'est surtout au niveau du tempo, et pas juste le tempo, mais aussi de la dynamique de l'instrument. Et à partir du moment où en fait, justement, par exemple, le Metropolis, c'est du FFF.
bon, parfois qui descend sur un forte, voilà, c'est ce qu'il y a de plus doux là-dedans, ou un mezzo forte, c'est tout, mais ça va pas en dessous. Et par contre, si jamais tu passes justement sur un Out of Africa, tu vas plutôt être sur un mezzo piano constant. Donc vraiment constant, avec on a fait aussi pas mal de swells avec, et enfin, des dynamiques, en fait, c'est des crescendo et après ça redescend. Et ça donne énormément d'expressivité au son, et c'est ce qui est en fait, je trouve, la marque de cette musique-là de John Barry, qui après, tu la retrouves dans cette bibliothèque. Enfin, du moins, à mon humble avis, c'était un peu mon essai. Après, évidemment, la perfection de cette musique-là et de comment a été enregistré, comment ont été enregistrées ces cordes-là, évidemment, c'est autre chose. Mais l'ambiance, ouais, j'ai essayé de l'installer, et moi j'étais vraiment assez satisfait. Bon, avant de lancer le débat virtuel contre réel, parce que je sais même pas s'il va y avoir vraiment un débat, parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelle est la réalité en 2023 des compositeurs de musique à l'image, quelle est leur façon de travailler, parce que j'imagine que toi t'en es un déjà et que t'en connais pas mal. Donc quelle est leur façon de travailler et quelle est la nature du résultat final aussi, entre autres, voilà, ce qu'il y a de réel, ce qu'il y a de virtuel, etc. Quelle est la part des deux? Ouais. Alors je pense que la réalité vraiment du quotidien des compositeurs à l'image, c'est déjà, en fait, il te faut être un minimum technophile, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus te permettre de passer à côté de ça, d'avoir juste ta guitare et d'enregistrer avec un micro USB, quoi. Enfin, il faut s'y connaître, il faut savoir ce que c'est de la mémoire vive. Enfin, c'est des trucs un peu de base, mais si tu achètes un Mac avec 8 Go de mémoire vive, ben, ça va pas faire long feu à partir du moment où tu vas télécharger tes premiers instruments, et même si tu enregistres un truc. Donc bon, connaître un minimum toutes ces techniques-là, cette technologie. Et ensuite, je pense par contre, ça n'est que une face de la médaille. Je pense qu'il faut aussi savoir compléter tout ça par justement comment j'intègre du live, comment est-ce que j'intègre quelque chose qui est en dehors d'Internet. Et tout ce qui est en dehors d'Internet, je pense, ce sont les connaissances qu'on a en termes de musiciens qu'on peut enregistrer, qu'est-ce qu'on peut enregistrer soi-même. À la fois, après, on peut jouer avec ça. Tu peux faire du sampling, après mettre ça dans un synthétiseur granulaire, et puis tu as tes propres textures, mais quelque chose qui fait que du coup, tu as un son particulier qui fait que lorsque tu collabores avec quelqu'un, eh ben, ce quelqu'un, il va pas, quand je parle de ce quelqu'un, c'est celui qui va gérer, on va dire, le projet qui a besoin de la musique. Eh ben, ce quelqu'un, il va se dire, bon, ben, ce son-là, il a quelque chose de particulier qui fait que c'est pas juste quelque chose que tu pourrais télécharger sur Audio Jungle, par exemple. Parce que bon, cette alternative, elle existe aussi. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'y ai fait un tour parce que j'ai une amie qui participe à un concours et elle voulait chercher des musiques pour jouer du violon dessus. Et je lui ai proposé dans mon catalogue quelques musiques, et je lui ai dit, bah, écoute, si tu trouves rien, va sur Audio Jungle. Et après, j'ai écouté, et bon, ouais, enfin là c'est vraiment presque le cliché de la musique générique, quoi. Donc si tu es compositeur à l'image, il faut que tu sortes du générique, il faut que tu sortes de ton pattern de spiccato qui ont toutes le même son, parce que ça, comment dire, honnêtement, chacun peut le faire. Par exemple, Orchestra Tools, ils proposent des violons épiques, entre guillemets, gratuits, avec le Sign Factory. Je vais t'en parler aussi. Ouais, t'as des spiccato qui sont super stylés. Et chacun est capable de télécharger le Sign Player et ces violons-là, ces cordes-là, et de faire un petit truc entre guillemets épique. Donc si t'es compositeur à l'image, il faut savoir utiliser à la fois ça, parce que ça reste quand même, on va dire, souvent tous ces samples-là, ces banques-là, ces synthétiseurs virtuels-là, ils te permettent, on va dire, d'avoir une certaine base, tu vois, d'avoir un fond musical, et puis par-dessus ça, vraiment pouvoir enregistrer ce qui va... Alors soit enregistrer, ou alors agencer tous tes samples si tu restes juste in the box, donc juste avec ton ordinateur. Là, il te faut pouvoir, comme ceux que j'avais mentionnés tout à l'heure, il te faut avoir une dextérité exceptionnelle pour pouvoir créer vraiment de l'émotion juste avec des samples. Mais ça, c'est vraiment pas à donner à tout le monde. Donc bon. Ouais. Ouais, moi, je m'étais posé la question en voyant je le dis aux gens, allez voir donc sur le site d'Orchestral Tools, il y a un onglet qui est tout à droite qui s'appelle Sign Factory, et dans lequel on peut récupérer des instruments gratuits.
d'Orchestral Tools et la qualité est tout bonnement hallucinante de ces instruments gratuits. Et alors c'est marrant parce que celui qui a commencé un peu à faire ça, c'était Spitfire au départ avec ses fameux labs. Et puis et en fait, est-ce que c'est pas un peu enfin pour des raisons marketing, une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que ces trucs gratuits, la qualité est de plus en plus hallucinante entre les gens qui se tirent la bourre dessus, de sorte qu'à la fin on se demande vraiment si ça vaut le coup d'acheter les banques à 300 balles. Alors évidemment qu'elles sont mieux, mais j'allais dire c'est hallucinant quand même. Là il y a, je sais plus, je me souviens, il y avait des ensembles de percus, il y a un ukulélé, il y a une basse, des guitares et tout, et enfin ça sonne la mort. Alors c'est pas aussi détaillé j'imagine que les gros produits après que vous avez derrière, mais est-ce que ce marketing n'est pas un peu contre-productif pour le catalogue de la marque? Écoute, moi je pense que ça donne la possibilité aux gens déjà d'expérimenter avec ces outils-là. Et donc c'est vrai qu'on est quand même à une époque qui est exceptionnelle pour toute personne qui souhaite vraiment se lancer dans la production musicale. Alors bon, là dans ce cas-là, dans la musique assistée à l'ordinateur, mais ça te permet d'avoir vraiment un avant-goût pour tous les possibles, parce qu'en fait ça reste quand même juste un premier layer, quoi. C'est une première ça te donne une première impression de ce qui est possible. Et donc quand par exemple tu utilises, je sais pas, par exemple justement l'ensemble Helix, donc cet ensemble de cordes symphoniques gratuites, et ben t'as des sustains, donc des long notes, et des notes très courtes, les spiccato. Et déjà rien qu'avec ces deux éléments là tu vois tout ce qui est possible. Et je pense qu'en fait ça donne déjà la possibilité aux gens qui n'en ont vraiment pas les moyens de créer quand même de la musique. Mais je pense que ça donne surtout aussi envie d'en connaître plus. Et donc à la fin, certes, oui, marketing, mais c'est, comment dire, en fait il y a une dynamique. C'est vraiment la dynamique de celui qui va. Enfin, il y a personne, enfin je connais personne, ou alors ce sont des hackers du web. Il y a personne qui va commencer à rentrer dans tout ce monde de la musique assistée à ordinateur en achetant une bibliothèque à 300 balles, quoi. Ouais. Même si c'est un ensemble d'orchestres. Après, je pense que souvent ça commence par les bibliothèques gratuites. C'est la bonne vieille technique du dealer de drogue, hein. La première dose est toujours gratuite. C'est exactement ça. Ouais, bon, après il y en a un qui est vertueux, l'autre il t'enfonce, quoi. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est génial. On voit là, il y a le site aussi Playbook que tu dois connaître, sur lequel il y a plein de gens qui mettent leurs créations comme ça gratuitement. Alors certaines sont payantes, mais la grosse majorité est gratuite, et il y a des trucs de ouf. Et c'est vraiment on vit une belle époque. Après tu parlais des banques de sons très chères, Arnaud. C'est vrai qu'il y a des banques de sons qui coûtent très cher, mais est-ce que c'est pas dû aussi au fait que maintenant, ça fait même peut-être quelques temps, mais finalement, quelle est la part, même chez les gros compositeurs, quelle est la part qui n'utilise pas du tout de virtuel? Est-ce qu'elle existe déjà? Est-ce que ça existe des musiques de films maintenant sans virtuel? Hormis John Williams, je pense c'est présent partout, quoi. Ouais. Bah oui. Ouais, parce que, comment dire, si tu n'utilises pas ça, ça sous-entend que tu as un tel... Enfin, comment dire, déjà, je pense que dans la production musicale elle-même, même si au final, le résultat, par exemple, pour une musique de film, c'est du 100% enregistré, tu auras quand même du virtuel dans le processus de création qui sert, on va dire, de maquette. Oui, tes voilà, maquettes, tu vas pas les faire toutes en réel, quoi. Enfin, ça, à la limite, encore une fois, John Williams, mais bon, c'est juste la seule exception que je connaisse. Après, voilà, je crois qu'il y en a un, je me rappelle plus de son nom, mais il avait remporté un concours, je crois, de OT il y a 2 ans. Un jeune compositeur, mais super talentueux, et lui, je sais, il bosse qu'avec des partitions. Je sais qu'il utilise des instruments virtuels lui aussi, mais lui, à la limite, il pourrait se permettre de ne faire qu'avec les partitions et ensuite, après, derrière, d'enregistrer seulement en live. Mais même ça, je pense que c'est... Comment dire ? De toute façon, c'est tellement rare. Ouais. On avait publié, elle est encore sur Audiophonding, une interview, alors qu'il y a quelques années, de Jean-Félix Lalanne qui bossait sur un film de Jean Becker. Et en fait, qui utilisait un metteur en son, c'est-à-dire il avait
Vincent Chevalot, je crois, qui s'appelait le gars, qui en gros était chargé de prendre ses partitions et de faire sonner tout ça avec des banques de samples. Et en fait, il nous expliquait, même si après on a la thune pour enregistrer avec des vrais musiciens, de toute façon, ça sert dans toutes les étapes de validation. Parce que le réalisateur du film va dire ah oui ça me va, ça me va pas, et que Ouais, mais et tu vois, que quelle est la part, même maintenant, au final, voilà, du virtuel qui se retrouve au final sur le film, quoi. Je pense que c'est même ça, oui. à part- j'imagine que c'est courant, hein, parce qu'il faut des sacrément gros budgets maintenant. Alors même si dans les pays de l'Est on trouve des orchestres moins chers, mais il faut des sacrément gros budgets pour Oui, puis pour c'est surtout que maintenant ça enregistrer. sonne très bien, quoi. Ouais, tu vois, je veux dire, en tout cas, il y a des mecs qui arrivent, qui ont le talent pour les faire sonner très très bien. Mais effectivement, ce qui était impressionnant, mais je crois que c'était justement ce metteur en son qui nous montrait sa config. Et là, ça rejoint complètement ce que tu disais, Maxime, Ah ouais, c'est sur le ouf. côté geek. C'est que le mec, c'est la Ah, première c'est un fois que je voyais techos. ça, il avait une tour PC, en fait, juste pour contact, en fait, tu sais, qui était relié en Ethernet à son Ouais, autre ouais, ouais, ordinateur je connais, qui ouais. utilisait, Il qui y avait avait son Cubase et Mac. tout ça. Son Mac et plusieurs PC. Je sais que Ouais, Giacchino travaillait comme ça aussi autrefois. genre, il avait un comment, PC pour la Vienna, un PC pour la. ah, C'était ouais. ouf, quoi. Ah, c'était ouf. Ah, mais moi, je me rappelle, là, attends, c'était quand? Je crois, janvier 2019, il me semble. Non, pas 2019. Soit 2020, 2021. Bref, j'étais à Los Angeles pour faire. On était à la NAMM avec Orchestral Tools. Et j'avais fait quelques interviews, notamment avec Timothy Williams, qui il a fait la musique pour plusieurs films, et je crois aussi un des plus connus, le film 300, là, avec Mhm. avec ses guerriers. Et bref, et j'arrive dans son studio, mais c'est un truc de dingue, quoi, de dingue. Bon, déjà, le mec, en fait, bon, je sais plus, je crois, il voulait se faire un peu enfin, pas de remise en forme, mais bref, d'optimiser son temps de travail, quoi. Et donc, au lieu d'avoir une chaise, en fait, il avait ces espèces de tapis pour marcher dessus, en fait. Ah oui. Il D'accord. avait une espèce d'écran tactile comme ça, où en fait il gérait tous ses ordinateurs et ses connexions Vienna, tout ça. Et le mec, je crois, il avait. Mais vraiment, mais j'ai halluciné. Je crois qu'il avait 9 Mac Pro, en fait, derrière. Mais tu sais, les Mac Pro, les noirs, tu sais, là, les espèces de ouais, cannes, ouais, là. Ouais, voilà. Et il en avait 9 derrière. Enfin, je dis 9 et je fais très gaffe, hein. Il se peut vraiment que ça soit plus. Et il y avait un nombre immense de câbles, en fait, mais super bien rangés, hein. Ouais. Mais quand tu voyais ça, je me disais, putain, mais C'est ouf. C'est dingue. Alors c'est ceci ouf. dit, ça coûte moins cher que de payer à bouffer Un orchestre. à un orchestre Ouais, symphonique pendant Ouais, une ouais, semaine. c'est ça, c'est ça. Je Non, veux mais dire, c'est c'est vite ça. rentabilisé. Hein. Le truc, c'est qu'en fait, t'as le luxe après d'avoir chaque son disponible directement, en fait. C'est Et ça. je pense que Ouais. c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est cette espèce de spontanéité du genre. Et c'est en fait, surtout pour des gens comme ça, en fait, ça se voit direct. Ils ont leur template, ils ont leur banque de sons qui sont toutes pareilles, là aussi ordonnées, structurées de manière à ce que si tu veux je sais pas, si tu veux des trombones basses qui fassent un son un peu plus fort, et ben il va dans sa section cuivre, trombone basse, boum. Et il joue direct. Et ben c'est autre chose que si le directeur il est là, j'aimerais un trombone basse plus prononcé, et il te faut ouvrir une nouvelle instance de contact, trouver une bibliothèque qui a tel ou tel son, le rentrer dedans, et enfin, tu vois, ce sont des gens qui ont leur template prêt à jouer, en fait, directement. Donc Ouais. c'est vraiment autre chose par rapport aux gens qui travaillent sans template. Et Mais est-ce qu'il n'y a pas un par côté du contre, coup super formaté aussi de leur musique? Moi, c'est toujours, en fait, je comprends tout à fait le côté, bah voilà, pas le temps de niaiser, moi c'est mon job, il faut enquiller, machin, j'ai pas le temps, donc j'utilise Ouais. des templates. Et effectivement, tu vois tous les pros, hein, que ce soit dans le mixage ou là dans ce que tu racontes des compositeurs, ils ont tous des templates, effectivement, pour travailler, et tu gagnes un temps monstre. Mais c'est vrai que tu peux te poser la question. Alors moi, en tant qu'amateur, effectivement, voilà, je suis pas dans ce monde-là, mais c'est vrai que tu peux te poser la question du côté, bah finalement, très homogène de ce qui en sort, quoi. moi, je pense que ça dépend du compositeur en particulier, et surtout de la demande, on va dire, qui est faite au compositeur. Je pense que tout compositeur de haut niveau souhaite sortir des sentiers battus. Parce qu'honnêtement, comment dire, je me répète un peu, mais les strings ostinato avec, entre guillemets, épiques, qui te font une tonique mineure qui passe à la sous-dominante majeure. Enfin, on connaît, quoi. Donc je pense que ça fait même pas vraiment plaisir.
surtout pour un compositeur expérimenté, d'entendre à nouveau ce genre de son et ce genre de motifs musicaux qui au final n'ont aucune originalité. Et au sein d'un séquenceur, tu peux, parce que c'est ça qui est, on va dire quand même, on va dire le point commun par rapport à tout ça, ton séquenceur et tes bibliothèques de son te permettent beaucoup plus, je pense, que ce qu'on pourrait penser au premier rapport. C'est-à-dire que c'est... En fait, je pense que la plus grosse limite, elle est vraiment dans la tête d'abord. C'est-à-dire que si le compositeur il voit pas plus loin que son ostinato de violon épique, eh ben, il va pas pouvoir faire plus que ça. Par contre, celui qui va se dire, bon, je vais prendre la tempo track et je vais passer de 120 BPM progressivement, linéairement jusqu'à 90, et par contre, je vais faire des accords qui soient un petit peu, justement, qui aillent dans des sonorités un peu différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, eh ben, tu vas avoir un résultat qui est beaucoup plus, justement, expressif, nouveau, et qui justement fait la démonstration que tu n'es pas limité, on va dire, à une espèce de formatage qui est imposé par ton séquenceur. Ouais. La limite, Après, elle n'est pas dans les outils, elle est dans l'artisan. Quoi. Ça Ouais, rapproche c'est ça, un c'est truc, je me souviens, avec des musiciens électroniques qui me disaient, ah ouais, la TB303, tu sais, c'est la basse acide, Ouais. là. Genre, voilà, en gros, on ne peut plus rien faire avec. Ça a tellement été utilisé, c'est tellement typé comme son que tu peux rien faire avec. Et ça, moi, j'étais pas forcément d'accord avec ça. J'étais là, bah non, il y a forcément des façons de l'utiliser, peut-être autres, d'une autre façon et tout ça. Et c'est vrai que voilà, faut peut-être pas non plus blâmer l'outil, hein, effectivement. Ouais, c'est ça, mais même aussi de par rapport au contexte. Bah après, t'es pas obligé d'avoir une kick super saturée derrière avec un tempo à 150 BPM. Moi, je me rappelle, je crois que c'est le son de Over Now de Calvin Harris et The Weeknd. Bah, je crois, au bout de 2 minutes, t'as un petit solo justement d'une 303 qui est dans un tempo super chill et qui de base, c'est rare que tu l'entendes dans un contexte tel que celui-là. Donc Ouais. les possibilités restent quand même grandes. Il faut déjà être apte, on va dire, à pouvoir s'ouvrir sur d'autres contextes musicaux. Ouais. Après, question un peu limite troll, mais Vas-y. est-ce qu'il n'y a pas eu un appauvrissement dans l'écriture de musique de film? C'est-à-dire, moi j'ai cette impression en fait que depuis John Williams qui a pillé Gustav Holst, tout le monde essaye de faire du John Williams, à commencer par Hans Zimmer qui a démocratisé ça pour le faire moins cher que John, et puis on se tape tout le temps alors l'ostinato qui est devenu un peu le cancer de la musique de film, c'est-à-dire qu'on en fout partout, on fait vaguement un thème blabla, et en fait souvent quand je pense au score qui était fait par Tiomkin, par Bernard Herrmann, par les gens en fait qui écrivaient de la musique de film, j'allais dire dans les années 50 encore, 40, tout ça, on a l'impression moi souvent je vais au cinéma, je suis incapable de me souvenir de la musique du film que j'ai entendu. J'ai eu les cuivres machin qui vont bien, et on se rend compte que ce discours un peu préformaté qu'on a dans la musique de film aujourd'hui, dans la musique de film orchestrale, hein, j'entends, il est finalement il est singé maintenant par des produits comme Action Strings de Native Instruments, où n'importe qui peut plaquer un accord de Do et tout à coup il se passe des trucs, ou Sonokinetic qui fait ça. Oui, comment dire, je pense que c'est justifié surtout pour les films qui justement ne veulent apporter aucune originalité par rapport à tout ça. Souvent, je pense que c'est pas tellement en termes d'appauvrissement du talent du compositeur. Non, j'imagine qu'il y a des gens toujours aussi talentueux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de gens talentueux aujourd'hui qu'autrefois. Mais c'est vrai que dans le cinéma, quand on va en salle, on fait waouh, ils se font pas chier les mecs. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un appauvrissement par contre par rapport à la demande de la musique qui doit être écrite pour tel ou tel film. Enfin, comme plein d'autres, j'avais aucune, de base, je voulais même pas le voir parce que ça m'intéresse pas vraiment, mais je suis allé récemment voir le film Avatar 2, et là pareil, voilà, t'as ton son symphonique, t'as du épique,
Mais la musique, Oui, voilà. enfin, comment dire, encore une fois, je dis pas que c'est le compositeur qui est derrière ça et qui, voilà, c'est toujours par rapport à la demande. Donc je pense Ouais. qu'en fait, c'est comme pour ces émissions de télé-réalité où on va dire le niveau il baisse, mais enfin il baisse. Apparemment on peut creuser encore, mais bon, ça devient compliqué. En fait, ce sont par rapport à ce qui est demandé aux producteurs, aux gens qui sont vraiment capables, Ouais. on va dire, de faire des montages, à la fois même les éditeurs vidéo et ceux qui font la production musicale derrière, ben on leur demande de faire des trucs tellement, enfin voilà, parfois qui sont un peu à râler pas crête, que bon voilà, après c'est là où il y a aussi, malheureusement, c'est là où il y a les budgets, quand tu as des grosses sociétés de production de films ou des grosses chaînes de télé qui veulent tel et tel truc, mais où tu as un concept qui est un peu, sans aucune originalité, à la fin, c'est la musique qui en empathie. Ouais, ça, enfin, je pense. Après, voilà, je pense que quand on retrouve des films, enfin, je crois que c'était, comment il s'appelle déjà, je crois le film La mémoire de l'eau avec, je crois, la musique d'Alexandre Desplat. Là, Ouais. pour le coup, j'ai trouvé autre chose. Là, franchement, là, je me suis Oui, dit, oui, oui, là, oui. ça sent la fraîcheur, quoi. Mm. Tu vois, par exemple. Je pense qu'il y en a plein d'autres aussi. Hein. Bon, je vais pas non plus jusqu'à aller. Après, il y a dire, plein de oui, choses il qui faut peuvent voir les- expliquer ça. Hein. C'est, le fait que souvent, alors pas sur les très grosses productions, mais en tout cas sur plein de productions, en tout cas, la musique c'est la dernière roue du carrosse et j'allais dire on met Ouais. vachement moins d'argent là-dedans. Que dans le reste. Et puis le rapport après du réalisateur, c'est-à-dire que autant il y a des réalisateurs qui sont très proches de leurs musiciens. Alors en France, on avait Luc Besson et Eric Serra, et Dieu sait qu'Eric Serra a fait beaucoup pour la réussite du Grand Bleu, qui en dehors de, enfin, qui vaut surtout par sa musique, parce que sinon niveau scénario, il se passe pas grand-chose, et niveau image non plus. Et on avait comme ça des complémentarités parfois dans des réalisateurs que peut-être on trouve plus. Je pense aussi à Philippe Sard et Claude Sautet qui étaient vraiment qui fonctionnaient ensemble, et peut-être au bout d'un moment ça s'entend, ce questionnement artistique, alors que là, comme on est plus dans une industrie, bon, à un moment ah oui, et qui c'est qui fait la musique, bon, on va demander à Hans Zimmer qui va mettre ses petites mains dessous, ses clusters. Après, on peut aussi se poser la question du rôle de la musique à l'image, hein, tout simplement. Quoi. Je veux dire, tu vois, quel est son rôle ? Est-ce que son rôle, c'est vraiment de faire en sorte que quand tu sors de la salle de cinéma, tu t'es la mélodie dans ta tête, ou si c'est juste pour porter l'histoire, finalement tu t'en souviens pas, mais elle t'a apporté l'émotion, elle t'a apporté... Oui, il y a cette notion d'underscoring. Tu vois ce que je veux dire, c'est quel est son ça, rôle au final ? Est-ce que c'est vraiment de la fredonner en sortant de la salle ? Je suis pas sûr. Quoi, je veux dire... Oui, d'ailleurs, il y en a plein qui, comment dire, quand aujourd'hui ils veulent apprendre quelles sont un peu les bases de la musique de film, une des choses qu'on te dit très rapidement, parce que dans certains livres phares, c'est ce qu'on dit, c'est la meilleure musique de film, c'est celle dont on ne s'en rend pas compte qu'elle est là. Et en fait, tu pars déjà de cette base-là, quoi, que en fait, c'est presque un sous-entendu, parce qu'en plus, là, je parle d'un livre qui date il y a bien au moins 20 ans, mais qui fait toujours figure de référence dans ce milieu. Tu pars dès le départ, on va dire, d'une certaine base de underscoring, que c'est la musique qui est au service de l'image, et donc c'est pas la musique qui va se mettre au devant. Donc, et pourtant, voilà. Après, Après, dans la scène de Psychose, oui. je sais pas si finalement c'est pas la musique qui est la vraie star. Bien sûr, autant que le bien sûr, couteau bien ou la sûr. fille dans c'est la douche. les deux, c'est les trois même, j'ai envie de te dire. Ouais, Enfin, en tout c'est un cas, tout, quoi. cette musique tout de suite nous évoque le film. Ah oui. Il y a un rapport très. Oui, mais généralement, c'est tu vrai fais le geste que- en même temps. Comme ça, tu fais le geste C'est ça, quand ouais. même. Donc, Tout à fait. Oui, oui. Mais Ouais, si, bien sûr. Mais enfin, voilà, je pense qu'il y a eu certainement, pas forcément une inversion des rôles, parce que, enfin, voilà, pour reprendre ce que tu dis, Greg, je pense que c'est pas tellement que la musique était devant, était la star, mais c'est qu'en fait, ils étaient tous à égalité. C'est-à-dire, l'image, elle est parfaite, la lumière, elle est parfaite, l'angle de la prise de vue, elle est parfaite, la musique, elle est présente. Et c'est juste que la musique, elle a reculé, quoi, on va dire. Je pense qu'elle a vraiment Je me drôlement demande reculé. aussi, moi c'est hallucinant, vous y prêterez attention la prochaine fois que vous allez au cinéma, c'est à regarder le peu d'utilisation qui est fait du silence. C'est-à-dire bien qu'il sûr. y a toujours
il y a toujours un truc en fond. Ouais. Et en fait, je repense là à un film de d'Hitchcock encore, c'est La mort aux trousses, où il est dans ce champ, et puis il y a un avion qui lui passe dessus, scène très connue quoi. Et en fait, Hitchcock choisit de faire un silence complet à ce moment-là. Je crois même pas qu'on entend le son de l'avion, c'est le silence complet. Et en fait, c'est hyper marquant ce silence, c'est hyper pesant. Et en fait, on ne ressent plus, c'est-à-dire que enfin le film hollywoodien moyen, hein, on a tout le temps, on a la musique qui devient plus présente, qui est remis en avant dans le mix au moment d'émotion. Mais j'allais dire, même quand le mec il prend son petit déj en lisant ses tweets sur son téléphone, il y a une petite musique, il y a toujours une petite musique quoi. Et du coup, est-ce que ça affadit pas le discours musical du film? Ouais, si. Ouais. Ben, enfin, moi, je trouve ça, comment dire, du coup, vu qu'il n'y a jamais de silence, et ben ça, le son, de manière globale, perd de sa valeur. Si le son était là de temps en temps pour marquer le coup, évidemment, on prêterait beaucoup plus attention à tout ça. Mais là, comment dire, même, moi, je trouve un autre exemple typique, c'est celui du drone dans les basses, quoi. Hein. Je sais pas, t'as un moment de suspense. Derrière forcément tu vois d'ailleurs là, ce que je viens de faire là, tu mets ça dans un synthé granulaire, tu transposes -12, boum, c'est bon, tu mets un peu de reverb et c'est ça. Et ça te fait le son d'une scène où la fille elle ouvre un livre, tu sais, un peu poussiéreux, mais il y a un secret dedans. C'est marrant parce que ce que tu racontes, Arnaud, c'est ce qui m'avait plu dans les jeux vidéo From Software, c'est les Dark Souls et tout ça. C'est justement, eux, ils font ce choix. En fait, t'as 90% du jeu, t'as pas de musique en fait. T'as de la musique que lors des boss fights. Tu vois, des gros boss, et c'est une musique orchestrale, grandiloquente, ça te fait tout à fait, ton cœur bat à 10 000 et tout. Et c'est aussi grâce à ce contraste-là, effectivement, d'avoir une musique hyper épique. Et puis, alors que 80% du jeu, t'as juste les bruits de pas de ton personnage. Et oui, c'est clair que ça rejoint ça. Et c'était super, je trouve qu'ils fassent ça. Donc peut-être que ça va revenir, hein, on ne sait pas, au cinéma, on verra. Mais effectivement, c'est intéressant. Ça reviendra. En tout cas, des gens doués, il y en a. Mais c'est vrai que ça peut revenir vraiment si un réalisateur décide vraiment de se dire ah ouais, j'ai un super musicien, j'en profite et je le mets en avant parce que c'est aussi important que mon image. Et c'est... Ouais, même par exemple, comment dire, parce que Arnaud t'avait parlé de temps en temps de Hans Zimmer, moi je trouve ça bon. Après, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a les films où il travaille dessus un peu presque. C'est vraiment une commande, boum, il te cale son truc dessus. Parfois il se sort les doigts, et puis parfois il fait le minimum. Voilà. C'est ça. Et je trouve les films avec Christopher Nolan notamment, c'est là où il se réinvente à chaque fois. Notamment par exemple dans Sherlock Holmes, il avait travaillé avec Igor Desman. Là par exemple le violon. Alexei Goudesman qui est violoniste, là il est vachement présent, et il accentue tout le côté un peu comique de tout ça. Et c'est sûr, comment dire, disons c'est pas la norme qu'il y ait la norme, ça reste quand même plutôt je sais pas si c'est un bon exemple parce que on sait pas encore qu'est-ce qu'il en sera de la postérité de ce film, mais bon, je trouve chez Avatar c'était quand même assez poussé, cette espèce de musique vraiment juste en fond, et qui au fond en fait elle apporte l'ambiance, voilà. Et évidemment, si jamais son rôle c'est d'apporter une ambiance, ça a super bien fonctionné, voilà. Mais après c'est sûr que ça va pas créer une autre dimension en plus, parce que souvent c'est ça qui, lorsque la musique elle est bien présente, justement t'as le thème en plus en tête, ou alors même ça peut être un motif musical, celui de Hitchcock pareil, c'est juste un motif, c'est pas vraiment une mélodie, mais c'est une ambiance, voilà. Et donc du coup t'as une couche supplémentaire, on va dire, dans cette espèce de ressenti, parce qu'au final le film ça n'est qu'un ressenti, ce sont plein de sensations mélangées, et c'est sûr que si tu restes que sur le scénario et les acteurs, il y a certaines, justement, ça peut perdre en profondeur si la musique ne joue pas son rôle, parfois, qui est de transposer quelque chose d'autre. Si t'as pas trouvé beaucoup de profondeur dans Avatar, c'est normal aussi. Si tu veux. Ça fait quand même 20 ans que les meilleurs films de James Cameron sont faits par sa femme, en fait. Hein. Je vous conseille de voir les films de sa femme qui sont vraiment brillants. Elle a fait un film qui s'appelle Démineur qui est génial. Et je crois que James Cameron, la dernière fois qu'il a fait un bon film, ça devait être Terminator 2.
Voilà. Donc, Avec une mais musique c'est pas mal vite, quoi. aussi. Oui, tout à fait, ouais. Bah oui, là pour le coup, pam, 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 je veux dire, on l'a tous en tête. Voilà, tout ce qu'une musique peut apporter à un film, quoi. Ouais. Alors que ouais, la musique d'Avatar 1, alors que c'était une Ouais. des plus grosses productions du cinéma en termes de budget à l'époque, et Dieu sait qu'on on en a parlé. Je sais pas s'il y a des gens qui sont capables de la siffler ou de s'en souvenir, quoi. Bon bah écoute, bah merci Maxime en tout cas. Je pense que là on va pas te retenir plus longtemps. Ça fait déjà quasiment 1h30, tu te rends compte? Ça passe vite quand même. Ah ouais? Ouais, Ah, ouais. c'est passé super vite, ouais. Bah écoute, merci à vous deux, hein, franchement, Bah, moi, merci à toi, c'est un Maxime. plaisir. C'était un plaisir. Je refais comme vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Bah écoute, à Ouais, la carrément. prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, à mettre la petite cloche, voilà, pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et puis on vous À dit à très commenter. bientôt. Ouais, À commentez aussi. Voilà. Évidemment. Allez, ciao. Ciao.